Pablo Escobar. Ce nom résonne encore dans les rues de Medellín, un murmure glacial de peur et de fascination. Les habitants se souviennent de lui non seulement comme un baron de la drogue impitoyable, mais aussi comme un homme qui a laissé une empreinte indélébile sur leur ville. Cet homme, parti de rien, est devenu l'un des criminels les plus puissants de l'histoire. Né dans une famille modeste, il a rapidement compris que pour échapper à la pauvreté, il devait prendre des risques. Et ces risques l'ont conduit à bâtir un empire criminel sans précédent. Un homme qui a trafiqué des milliards de dollars de cocaïne, laissant derrière lui une traînée de sang et de destruction. Les années 1980 ont été marquées par une violence sans précédent, alimentée par le commerce de la drogue qu'Escobar contrôlait d'une main de fer. Mais c'était aussi un homme qui, ironie du sort, était aimé par beaucoup. Il a su gagner le cœur des pauvres en redistribuant une partie de sa fortune, construisant des maisons, des écoles et des hôpitaux. Il était leur Robin des Bois, leur El Patron, un symbole d'espoir dans un pays ravagé par la pauvreté et les inégalités. Pour beaucoup, il représentait une figure paternelle, quelqu'un qui comprenait leurs souffrances et leurs luttes quotidiennes. Voici l'histoire de Pablo Escobar, l'homme derrière le mythe, le monstre et l'homme. Une histoire complexe où se mêlent ambition, violence et paradoxe. La vie d'Escobar était une étude de contradictions. D'un côté, il vivait dans le luxe, possédant des propriétés somptueuses et menant une vie de démesure. C'était un tueur impitoyable qui a ordonné la mort de milliers de personnes, mais c'était aussi un père de famille dévoué qui adorait sa femme et ses enfants. Ses proches le décrivaient comme un homme aimant et attentionné, un contraste frappant avec sa réputation publique. C'était un homme d'affaires avisé, qui a bâti un empire de la drogue s'étendant sur plusieurs continents. Mais il était aussi le produit de la pauvreté et de la violence qui sévissaient dans son pays natal. Les inégalités sociales et économiques de la Colombie ont joué un rôle crucial dans son ascension. Pour comprendre Escobar, nous devons nous plonger dans la tapisserie complexe de sa vie, explorer les forces qui l'ont façonné et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Ses actions ont eu des répercussions profondes, non seulement en Colombie, mais dans le monde entier. Ce n'est pas une histoire de glorification, mais une mise en garde. Une mise en garde contre les dangers de la quête du pouvoir à tout prix et les conséquences dévastatrices du trafic de drogue. C'est un rappel brutal de l'impact dévastateur du trafic de drogue, de la nature corrosive du pouvoir et de la lutte permanente entre le bien et le mal qui réside en chacun de nous. L'histoire de Pablo Escobar est un miroir sombre de la société, reflétant les extrêmes de la condition humaine. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né en 1949 dans la petite ville de Rio Negro, nichée dans les collines verdoyantes à l'extérieur de Medellín, en Colombie. Cette région, avec ses paysages pittoresques et ses communautés soudées, semblait à première vue un endroit paisible pour grandir. Cependant, la réalité quotidienne était bien différente. Sa famille, comme beaucoup d'autres dans la région, était pauvre. La pauvreté n'était pas seulement une question de manque d'argent, mais aussi de manque d'opportunités et de ressources. Les enfants devaient souvent travailler dès leur plus jeune âge pour aider leurs parents à joindre les deux bouts. Son père était agriculteur, sa mère institutrice, et ils luttaient pour subvenir aux besoins de leurs 7 enfants. Le travail de la terre était ardu et peu rémunérateur, tandis que l'enseignement, bien que noble, ne rapportait guère plus. Les Escobar vivaient dans une maison modeste où chaque repas était une victoire sur la misère. Le jeune Pablo a été témoin des dures réalités de la pauvreté, du manque d'opportunités et du mécontentement latent qui imprégnait la vie de ceux qui l'entouraient. Les rues de Rio Negro étaient souvent remplies d'enfants pieds nus, de mères inquiètes et de pères épuisés par le travail. Ces premières expériences ont marqué Escobar de façon indélébile. Il voyait ses amis et voisins lutter pour survivre, et il savait qu'il ne voulait pas suivre le même chemin. Cette détermination à échapper à la pauvreté allait devenir le moteur de ses actions futures. Il était ambitieux, animé d'un désir brûlant d'échapper à la pauvreté qui avait marqué son enfance. Dès son plus jeune âge, il montrait des signes d'une intelligence vive et d'une capacité à voir au-delà des limites imposées par sa situation. Il a commencé petit, se livrant à des délits mineurs comme la vente de cigarettes de contrebande et le vol de pierres tombales pour les revendre. Ces activités, bien que risquées, lui ont permis de gagner un peu d'argent et de se faire un nom dans son quartier. Ses premières entreprises, bien qu'insignifiantes par rapport à l'ampleur de son futur empire, ont révélé un esprit rusé et une volonté de contourner les règles pour le profit. Escobar apprenait rapidement les rouages du commerce illégal et développait un réseau de contacts qui lui serait utile plus tard.
Medellín, la métropole animée nichée dans la vallée d'Aburrá, allait devenir le terrain de jeu et le creuset d'Escobar. La ville, avec ses contrastes frappants entre richesse et pauvreté, offrait de nombreuses opportunités pour ceux qui étaient prêts à prendre des risques. La ville était un creuset d'ambition et de désespoir, un endroit où l'on pouvait faire fortune ou tout perdre du jour au lendemain. Les marchés étaient animés, les rues grouillaient de vie, et l'atmosphère était électrique avec la promesse de gains rapides pour ceux qui osaient défier les conventions. C'est là qu'Escobar, alors âgé d'une vingtaine d'années, allait faire ses premiers pas dans le monde sombre et dangereux du trafic de cocaïne, une décision qui allait bouleverser à jamais le cours de sa vie et le destin de sa nation. En s'associant avec des figures influentes du crime organisé, il a commencé à bâtir ce qui deviendrait l'un des empires criminels les plus puissants et redoutés de l'histoire moderne. Les années 1970 ont vu l'essor de la consommation de cocaïne aux États-Unis, créant un marché lucratif que les trafiquants colombiens n'ont pas tardé à exploiter. Escobar, avec son esprit vif et son ambition impitoyable, a vu là l'occasion d'amasser une richesse et un pouvoir inimaginables. Il ne se contentait pas d'être un rouage de plus dans la machine du trafic de drogue. Il voulait en être le roi. Il a commencé par acheter de la pâte de coca au Pérou et en Bolivie voisin, la raffinant dans des laboratoires de fortune cachés dans la jungle colombienne et la faisant entrer en contrebande aux États-Unis. Il était un maître de la logistique, établissant des voies aériennes et maritimes qui contournaient les autorités américaines, allant même jusqu'à acheter une île des Bahamas comme point de transbordement pour sa cocaïne. La cruauté d'Escobar est devenue légendaire. Il éliminait ses rivaux avec une efficacité brutale. Sa philosophie du plata au plomo, l'argent ou le plomb, ne laissant aucune place à la neutralité. Soit on acceptait son pot de vin, soit on faisait face au canon de son arme. Cette approche brutale, associée à son sens aigu des affaires, lui a permis de consolider son pouvoir et de faire du cartel de Medellín la force dominante du commerce mondial de la cocaïne. Section 4. Les deux visages d'Escobar. Robin des Bois ou criminel impitoyable. À mesure que la richesse et le pouvoir d'Escobar grandissaient, sa notoriété augmentait également. Il n'était pas seulement un baron de la drogue, mais aussi une figure publique qui fascinait et effrayait à la fois. Ses manoirs luxueux et ses voitures de sport étaient des symboles de son immense fortune. Il est devenu un personnage controversé en Colombie, considéré à la fois avec crainte et admiration. Les citoyens étaient divisés. Certains le voyaient comme un héros qui défiait l'État corrompu, tandis que d'autres le considéraient comme une menace pour la société. D'un côté, il était responsable de violences indicibles, ordonnant la mort de juges, de journalistes et d'hommes politiques qui osaient se mettre en travers de son chemin. Les assassinats brutaux et les attentats à la bombe faisaient en partie de son arsenal pour maintenir son empire de la drogue. Les rues de Medellín étaient rouges de sang, alors que ces sicarios, de jeunes hommes séduits par l'attrait de l'argent facile et du pouvoir, exécutaient ses ordres meurtriers. Ces jeunes, souvent issus de milieux défavorisés, voyaient en Escobar une opportunité de s'élever socialement, même au prix de la violence. D'un autre côté, Escobar cultivait une image soigneusement travaillée d'homme du peuple. Il se présentait comme le protecteur des pauvres, un homme qui comprenait leurs souffrances et leurs besoins. Il a investi des millions dans les quartiers pauvres, construisant des écoles, des hôpitaux et des terrains de football. Ces projets ont transformé des vies et ont donné à de nombreuses personnes l'accès à des services de base qu'elles n'avaient jamais eus auparavant. Il était connu pour sa générosité, distribuant de l'argent aux pauvres et organisant des fêtes somptueuses qui sont devenues légendaires. Ces actes de charité ont renforcé son image de bienfaiteur et ont cimenté sa popularité parmi les classes défavorisées. Pour beaucoup à Medellín, il n'était pas un tueur de sang-froid, mais un sauveur, un symbole d'espoir dans un pays en proie aux inégalités et à la corruption. Les habitants des quartiers pauvres voyaient en lui un homme qui se battait pour eux, contre un système qui les avait abandonnés. Cette dualité, le personnage de Robin des Bois juxtaposé à la réalité brutale de ses crimes, a fait d'Escobar un personnage complexe et énigmatique. Il était à la fois un bienfaiteur et un bourreau, un homme qui pouvait donner la vie et la reprendre sans hésitation. Il avait compris le pouvoir de l'image, de la conquête des cœurs et des esprits, même s'il terrorisait la population pour la soumettre. Sa capacité à manipuler l'opinion publique et à se présenter comme un héros populaire, malgré ses crimes horribles, montre à quel point il était un maître de la propagande et de la psychologie de masse.
Section 5. Une nation prise en otage. Le règne de la terreur d'Escobar. Au début des années 1980, le cartel de Medellín d'Escobar était au sommet de sa puissance. Le gouvernement colombien, miné par la corruption et la peur, semblait impuissant à l'arrêter. L'influence d'Escobar s'étendait à tous les niveaux de la société, des rues de Medellín aux couloirs du Congrès. Il avait des juges et des hommes politiques à sa solde, s'assurant ainsi l'immunité contre les poursuites. Ceux qui osaient s'opposer à lui s'exposaient à des représailles rapides et brutales. Les juges et les journalistes qui enquêtaient sur ses activités étaient assassinés. Les hommes politiques qui s'élevaient contre lui étaient pris pour cible, leurs familles menacées. L'assassinat du ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, en 1985, abattu en plein jour sur ordre d'Escobar, a provoqué une onde de choc en Colombie, mettant en évidence l'étendue de l'emprise d'Escobar et l'impunité avec laquelle il opérait. La Colombie était en proie à une guerre narcoterroriste, prise en otage par un homme qui semblait intouchable. Le pays était inondé d'argent de la cocaïne, alimentant une culture de la violence et de la corruption qui menaçait de le déchirer. Escobar avait déclaré la guerre à l'État, et l'État, affaibli et infiltré par son cartel, peinait à réagir.